Bonsoir à tout le monde. Bienvenue. On démarre ce webinaire avec une toute petite minute de retard. On va attendre que les gens entrent petit à petit. En tout cas, soyez les bienvenus. Voilà, parfait. Donc, je suis en compagnie avec Anastasia, euh, Bonsoir. voilà, qui va s'occuper d'admettre les gens. Je vois que vous arrivez petit à petit, c'est parfait. Je vais peut-être juste attendre encore euh, peut-être 2, 3 minutes jusque les gens, les retardataires nous rejoignent. Si je peux demander à chacune d'entre vous de bien faire attention que votre micro est coupé et la caméra également. Voilà, comme ça, tout le monde euh, peut participer. Après, il y aura un petit moment où il y aura la possibilité aussi de poser des questions et puis on va pouvoir démarrer. Donc, j'espère que vous êtes toutes en forme ce soir. C'est un sujet passionnant. Donc, comme vous savez, c'est un petit peu mon dada, tout ce qui est hormones. Hormones égale aussi style de vie. Donc, il y aura une approche un petit peu différente peut-être ce soir, où on va parler des hormones, mais on va aussi voir des moyens peut-être différents que les approches classiques. Voilà. Écoutez, je crois qu'on va démarrer. Et puis voilà. Donc, félicitations d'avoir pris le temps ce soir d'être ici avec nous. Je proposerais de nouveau que vous fassiez en sorte qu'il n'y ait pas de distraction autour de vous pour que vous puissiez avoir le maximum de se condenser sur les ovaires polykystiques. Et puis, je me réjouis de partager ces moments avec vous. Donc, je vais partager mon écran et puis on va démarrer avec la présentation. Peut-être juste avant, euh, je vais faire un petit tour habituel. Est-ce que donc vous avez un chat? Je pense que vous êtes toutes familières maintenant avec Zoom. Si vous pouvez juste mettre dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est bien de votre côté. Voilà, je vous laisse juste me mettre. Alors, il y a Madame de Amesha qui dit que le son ne fonctionne pas. Alors, il faudra juste voir que peut-être le volume soit en haut. Donc, Après, sinon, c'est tout bon pour d'autres personnes. les autres personnes, c'est tout bon? Oh Oui. oui, Donc, alors, vérifiez bien que voilà, le volume soit en haut, vos caméras éteintes, le micro éteint. Et puis, super. OK, parfait. Je crois que tout le monde. Donc, on va retourner, on va pouvoir démarrer. Voilà, c'est parti. Alors, ce soir, donc, je vais parler du syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK, avec l'approche globale de pouvoir comprendre, gérer et équilibrer votre santé. C'est-à-dire de vous donner à toutes les moyens de... D'abord, quand on comprend quelque chose, c'est plus facile ensuite de gérer, de le gérer. Et puis, voilà, de voir que vous serez capable à la fin de cette présentation, comprendre beaucoup de choses sur le syndrome des ovaires polykystiques. Juste un petit mot sur moi, très rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le docteur Igor Martinec. Je suis cofondateur avec ma femme de Clinique Suisse Montreux, clinique qui est entièrement dédiée à la femme. Plus de 20 ans d'expérience. Et puis, un autre de mes domaines est la chirurgie minimale invasive. Quelques images de notre clinique, voilà, qui accueille toutes les femmes, quelle que soit votre assurance. Voilà. Donc, comprendre le SOPK, de quoi s'agit-il? Eh bien, d'abord, je vais parcourir en revue les différents signes. Ensuite, comment est-ce que donc ce syndrome se diagnostique? Comprendre les symptômes
les causes et les effets aussi à long terme du SOPK. Je vais aussi insister fortement sur les modifications de style de vie pour gérer le SOPK. Et puis ensuite, explorer le lien direct entre le stress et le syndrome des ovaires polykystiques. Quelques techniques pour pouvoir réduire et gérer le stress. Je pense qu'on en a tous besoin au quotidien. En tout cas, pour moi, c'est ce que je fais et je vois que ça aide parce qu'on verra qu'il y a un lien très clair entre le stress et les hormones. Hein. Le stress provoque justement ces modifications d'hormones. Finalement, le sommeil et l'équilibre hormonal et également l'alimentation autour du SOPK. Alors, quels sont les signes du syndrome des ovaires polykystiques? Bien, d'abord, il faut savoir que c'est un trouble hormonal qui touche entre 8 et 13%. Des fois, on a même des études qui vont jusqu'à 20% des femmes. Et puis, c'est un syndrome d'origine multifactorielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments qui vont entrer en compte pour le syndrome. En fait, on ne connaît pas l'origine exacte du syndrome des ovaires polykystiques. On verra qu'il y a des prédispositions, notamment en forme selon le type d'ethnie de la femme, la partie génétique. Mais en gros, qu'est-ce qui se présente en premier? Donc, il y a très souvent une augmentation de la pilosité. Il peut y avoir la présence de boutons et d'acné. On verra que dans l'adolescence, ça peut être dû au SOPK, mais ça peut également être dû à d'autres éléments. Il peut y avoir des changements d'humeur, il peut y avoir de la fatigue. Très souvent, ça peut simplement présenter avec des cycles irréguliers. Les douleurs sont présentes, mais ce n'est pas une caractéristique spécifique du SOPK. Par là, on a aussi la testostérone qui peut être augmentée et des difficultés à gérer le poids. Pour celles qui sont là ce soir et puis peut-être qui ont ce syndrome, peut-être certaines d'entre vous, vous remarquez que le poids peut être un problème à gérer. Et finalement, la résistance à l'insuline peut venir et surtout des troubles de la fertilité. Le SOPK peut représenter entre 15 et 30% des problèmes de fertilité. Donc, effectivement, le SOPK va débuter à l'adolescence et puis l'intensité en fait des symptômes est variable. Faut savoir que donc chaque femme peut présenter différemment différents symptômes qui sont plus ou moins accentués. On peut même avoir une découverte fortuite du SOPK avec simplement à l'échographie, on verra après, des images qui sont typiques. Donc, les symptômes qu'on vient de voir, là, je les ai remis aussi dans un autre tableau. Enfin, j'ai pris un autre tableau où c'est assez clair. C'est un petit peu plus détaillé, peut-être cette fois. Donc, au niveau des hormones, on peut avoir des troubles de l'humeur, de la dépression, de la pilosité, j'en ai parlé. Il y a également des problèmes de cheveux. On peut avoir des chutes de cheveux, notamment dues à l'augmentation des hormones masculines, des androgènes. Humeur changeante, j'en ai parlé. Les règles, elles peuvent être irrégulières ou vous pouvez même présenter ce qu'on appelle une aménorrhée. Pendant un certain temps, une absence de règles. La prise de poids, on en a parlé. La baisse de la libido, aussi un des éléments. Une répartition de graisse au niveau du corps qui peut changer. Et puis des troubles au niveau du cholestérol. Parfois, avec l'augmentation très forte des androgènes, il peut y avoir des taches brunes qui peuvent apparaître sur la peau, soit dans la face interne des cuisses ou sur d'autres endroits. Et puis, donc, c'est dû à ces variations d'hormones. L'insomnie, les troubles de peau, on en a parlé, de l'acné, de la fatigue, l'insulinorésistance et aussi l'infertilité et l'anxiété. Alors, comment est-ce qu'on diagnostique un syndrome des ovaires polykystiques? Eh bien, la première chose chez le médecin, ça va être d'évaluer les antécédents médicaux et les différents symptômes que vous pouvez présenter. Donc, on en a parlé, les signes, par exemple, si vous reconnaissez que vous êtes dans certains de ces signes, ben,
votre médecin va prendre en compte ces signes et déjà orienter donc la démarche diagnostique dans ce sens. Il y aura un examen physique, donc notamment à la recherche d'augmentation des poils, de graisse, de répartition peut-être aussi des tissus adipeux, et puis un examen pelvien. Alors, l'examen pelvien en soi, sans l'ultrason, va peut-être pas apporter grand-chose, mais par contre, l'ultrason, on verra après, sera important dans le diagnostic. Et finalement, des analyses sanguines pour mesurer le taux d'hormones. Il sera important de faire ces analyses sanguines à jeun, puisqu'on va chercher les hormones, mais on va également chercher d'autres éléments comme l'insulinorésistance, les index HOMA. Enfin, je ne veux pas aller trop dans le détail médical ce soir parce que le but, c'est de vous donner les clés et puis que vous comprenez exactement ce qu'est le SOPK. Mais sachez qu'on va, voilà, on va mesurer pas seulement les hormones, mais on va aller en détail et mesurer tout ce qui est métabolisme, c'est-à-dire comment est-ce que l'organisme fonctionne et procède. Donc, voilà, comment les processus se font dans l'organisme. Donc, je parlais tout à l'heure de l'examen pelvien avec l'échographie. Donc, ça, c'est un élément très important où, effectivement, au niveau des ovaires, on va avoir une augmentation des kystes polykystiques, beaucoup de petits kystes. C'était un médecin au nom de Stein-Leventhal qui avait diagnostiqué ça. Peut-être il y a encore des vieilles dénominations. Et puis il avait décrit effectivement qu'il y avait beaucoup de ces petits kystes. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que là, vous avez l'ovaire normal avec quelques follicules. Donc ça, c'est où les œufs, où vous allez avoir l'ovulation. Et puis ici, ben, il y a tous ces petits micro-polykystes. Et puis, au milieu, donc, cette partie ici de l'ovaire va sécréter plus d'androgènes, donc les hormones masculines. C'est dans cette région, puis avoir tous ces effets qu'on a vus tout à l'heure. C'est important d'exclure aussi d'autres conditions médicales parce que il est possible d'avoir une hyperandrogénie sans qu'il y ait forcément un SOPK. Ça va être déterminé surtout en combinant donc combinant le diagnostic avec les prises de sang, l'échographie, et puis le diagnostic, eh bien, il est confirmé lorsque plusieurs de ces critères diagnostiques sont réunis. Irrégularité des cycles, taux élevé des hormones masculines, présence des kystes. Donc là, de nouveau, ça c'est nos critères diagnostiques comme médecin. Donc je ne veux pas aller trop, vous donner trop de théorie, mais en gros, ce qu'on va voir, c'est qu'il va y avoir des irrégularités de cycle, et puis surtout, il va y avoir beaucoup de ces follicules qui sont présents au niveau des ovaires. Alors, ce qui est important, c'est surtout le diagnostic précoce. Je vais revenir là-dessus plusieurs fois parce que plus on peut agir tôt, notamment déjà même à une période adolescente ou jeune adulte, plus on va pouvoir avoir des effets. Donc concrètement, en fait, si vous voyez, l'échographie, donc ça c'est l'utérus avec les ovaires, mais vous voyez, il y a tous ces petits follicules qui sont présents et puis qui vont faire aussi qu'il y ait des troubles de l'ovulation, donc qui vont bloquer. Ça c'est l'ultrason qui permet de faire le diagnostic. Donc là de nouveau, comment est-ce que les choses se passent? Eh bien, initialement, vous avez ici, juste sous la base du cerveau, un petit élément qui s'appelle l'hypophyse, qui va sécréter des gonadotrophines. C'est un petit peu comme le chef d'orchestre qui va dire à l'orchestre, qui sont ici les ovaires, quand et comment sécréter différentes hormones. Et donc là aussi, peut-être si certaines d'entre vous ont déjà consulté et ont une prise de sang, ce qui va vous peut-être vous aider un petit peu à interpréter ça, c'est que la valeur d'une hormone qu'on appelle la LH est relativement élevée. Là, vous voyez les courbes de ces différentes
peptides ou hormones lors d'un cycle. Et puis avant l'ovulation, il y a le pic et c'est ce qui déclenche finalement l'ovulation. Ensuite, plus bas, vous avez un plateau ici où il y a moins de variations. Et puis, donc, on a effectivement une LH qui reste plate. Donc, la LH, c'est ce qui va faire l'ovulation. Donc, c'est ce qui explique aussi que les femmes avec le SOPK, une bonne partie d'entre eux ont des cycles qu'on appelle anovulatoires. Et puis, ça, on le retrouve dans le sang, une proportion de LH qui est supérieure à la FSH. Voilà. Est-ce que je pourrais demander aux personnes qui ont, par mégarde, juste laissé leur caméra allumée, de aussi l'éteindre? C'est gentil. Ce qui est important de savoir, c'est dans le temps, l'évolution des symptômes du syndrome des ovaires polykystiques. Donc, effectivement, donc si on regarde dès l'âge de 15 ans, c'est assez fréquent d'avoir des cycles irréguliers sans pour autant qu'il y ait un syndrome des ovaires polykystiques. Mais peut-être que si tout d'un coup, vous voyez, ceux qui sont mamans, que voilà, votre fille tout d'un coup commence à présenter peut-être des excès de poids ou des poils ou l'acné, c'est très variable, mais disons une acné qui est assez forte, ça vaut la peine de l'amener chez un spécialiste pour voir un petit peu ce qui se passe. Ensuite, plus tard, ça va toujours être un déséquilibre des hormones, mais peut-être un début, difficulté à concevoir. Et finalement, si on laisse le temps se passer, eh bien, il va y avoir ce qu'on appelle un syndrome métabolique. Ça veut dire un début d'intolérance aussi à ce qui est hydrate de carbone, donc le sucre, et puis avec une possibilité de passage en diabète type 2, et puis des risques cardiovasculaires, notamment parce que, je disais, c'est une maladie multifactorielle, il y aura un trouble au niveau du cholestérol, la gestion des graisses, de la fluidité du sang, avec toutes ces situations qui peuvent apparaître. Donc, en l'absence de prise en charge, il existe donc effectivement à long terme les complications suivantes. Donc l'infertilité, on en a parlé, le prédiabète ou le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et puis, s'il y a une augmentation de la graisse, par exemple, autour du cou, la langue peut tomber en arrière et causer des syndromes d'apnée du sommeil. Ça ne se remarque pas toujours, mais ça peut être que vous vous réveillez le matin, vous avez la barre et puis vous avez mal dormi. Ça, c'est plutôt pour des femmes qui ont déjà peut-être 30 ans. En tout cas, il faut un certain temps pour que cette graisse s'accumule. Ce n'est pas toujours dû au syndrome des ovaires polykystiques, il faut savoir, mais ça peut causer ça. Et finalement, dans le long terme, je ne l'ai pas mentionné aussi, à cause d'une dysrégulation hormonale, on peut décrire aussi une augmentation d'un certain type de cancer au niveau de l'utérus. Donc, heureusement, j'ai parlé un peu de toutes ces choses qui peut-être vous font un peu froid dans le dos, mais en fait, le SOPK, c'est quelque chose qui peut être géré. Il y a différents niveaux. Donc là, dans cette diapositive, je vais parler d'un niveau peut-être initial. C'est peut-être, si vous avez déjà consulté pour ça, c'est ce que votre gynécologue va vous proposer. Au début, c'est d'introduire une pilule afin de stopper ou de bloquer cette production anormale et peut-être de redonner un cycle s'il n'y a pas de cycle. Donc, c'est la première ligne de traitement. Il faut savoir que quand on donne une pilule, on va régler donc les conséquences du problème, mais on ne va pas remonter en amont, pardon, pour savoir pourquoi est-ce qu'on ne va pas régler l'origine. Mais enfin, c'est quand même une première ligne de traitement qu'on peut donner et savoir qu'une des composantes dans la pilule, qui est la composante de progestérone, va bloquer finalement cette hormone luteinisante, la LH qu'on a vue, et ainsi réduire la production des androgènes. Pourquoi c'est important?
c'est que, eh bien, en fait, une fois que les poils ont commencé à devenir foncés, donc c'est là, ils seront là, puis le traitement, bah, ça sera du laser, ça sera d'autres traitements, mais on veut éviter qu'on ait des transformations du duvet de poils en poils plus foncés. Donc la pilule peut tout à fait être intéressante à ce moment-là. Et puis, voilà, de nouveau, sans aller dans les détails, mais la partie d'œstrogène va augmenter une protéine qui s'appelle la SHBG, qui va permettre un peu comme une éponge, de prendre les hormones en excès, surtout les hormones androgènes, et les baisser. Donc, effectivement, un des autres éléments, pourquoi c'est important, c'est qu'on a parlé de l'anovulation, mais il y a aussi ce qu'on appelle un endomètre, donc la partie interne de l'utérus, la trompe et l'ovaire, qui peut être non réceptif et puis causer ce qu'on appelle un échec d'implantation. Donc, c'est aussi important de prendre en charge précocement et de diagnostiquer, puisque ça peut aussi causer, par exemple, des fausses couches à répétition. Admettons qu'il y a quand même une ovulation, mais l'implantation, donc la graine qui se plante à l'intérieur de l'utérus, l'embryon, va pas pouvoir se planter parce que cet endomètre est non réceptif. Voilà. Ensuite, par rapport à toujours une prise en charge immédiate, hein, on parlera après de la partie globale, mais si on a des troubles de l'ovulation, la première partie, ça va être deux traitements qu'on peut appeler le clomide ou le letrozole. Ensuite, il y aura des injections qui peuvent être données, et finalement aussi ce qu'on appelle un drilling ovarien, parce que souvent autour du pourtour, qu'on appelle le cortex, est très épais, et les ovules ont tendance à avoir de la peine à sortir. On peut faire ça de manière vraiment mini-invasive. Ça, c'est un élément qui marche bien. On sait qu'après le drilling, on a des fois jusqu'à 60% de grossesse, sans forcément avoir déjà eu recours à ces autres éléments. Moi, personnellement, je le fais. Je le pratique avec des techniques sans cicatrice. Donc, on peut le faire maintenant de manière très peu invasive, dans une intervention qui va durer peut-être 20 à 30 minutes maximum, et puis qui est en ambulatoire. Ensuite, finalement, bah, ça va être, si jamais tous ces éléments échouent, la fécondation in vitro. Ça, c'était juste une petite technique que je voulais vous montrer, que l'on fait à la clinique suisse, avec une technique sans faire de cicatrices par le ventre, et la possibilité de faire ces petites ouvertures pour permettre aux ovules de sortir. Et également, on voit une baisse dans les androgènes. Alors, là, je vous ai parlé un peu de la partie, j'allais dire, classique, habituelle, dont on parle et dont vous avez peut-être déjà entendu parler par rapport aux ovaires polykystiques. Moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est aussi de vous parler d'aller beaucoup plus en amont sur l'origine du syndrome des ovaires polykystiques. Parce que c'est clair que si je prescris juste une pilule et puis que ma patiente ne reçoit pas les autres conseils pour pouvoir changer et adapter, eh bien, on va seulement repousser le problème plus loin. Donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est une origine multifactorielle avec des influences qui sont à l'extérieur du corps, mais aussi à l'intérieur du corps. On va avoir aussi les perturbateurs endocriniens qui sont un peu présents dans plein d'endroits. Ça peut aller des cosmétiques à des aliments, à par exemple des poulets avec des hormones dedans. Vous allez avoir ces perturbateurs, et puis ça va augmenter encore plus s'il y a déjà une prédisposition qui est présente. Et finalement, un autre élément auquel j'accorde beaucoup d'importance, c'est les influences épigénétiques. Ça veut dire l'influence de l'environnement sur le gène. Alors là, j'ai mis exprès une image d'aliments qui vont, disons, faire exploser le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, déjà, même pour une femme qui n'a pas des ovaires polykystiques,
eh bien, ça va pas être bon pour la santé, mais ces éléments-là, donc, vont empirer. Ensuite, ici, vous avez une image que j'ai déjà reprise dans d'autres présentations, aussi pour la ménopause, mais regardez simplement la différence ici entre les deux côtés. Okay. Alors bon, c'est un homme, mais on peut avoir la même chose pour la femme. D'ailleurs, avec les syndromes des ovaires polykystiques, ça sera encore plus. Donc, ici, vous voyez la partie exogène. Vous voyez les aliments, vous voyez que personne fait du sport, qu'elle est à l'extérieur. Et là, vous avez une personne qui est dedans, qui voilà, mange un peu des sucres rapides, peut-être des sodas, des chips. Il y a un gros fauteuil plutôt que d'avoir un tapis de course. Et puis, ne sort pas. Vous voyez les cheveux, vous voyez, ça c'est de l'épigénétique. C'est la modification par l'environnement. Et puis, chez la femme, effectivement, il y a cette partie avec la partie qui va être influencée de l'épigénétique, qui va être toute la partie embryonnaire et qui va même agir déjà, on le sait, sur la croissance fœtale. Il y a beaucoup d'études maintenant qui sortent dans différents, surtout aux États-Unis, où on voit l'environnement, donc l'influence de l'environnement de la maman dans la croissance intra-utérine du bébé. Donc, par exemple, s'il y a des consommations excessives de sucre, des manques de vitamines, eh bien, il y aura déjà une fragilisation qui va être faite. Et puis ça, c'est un des éléments principaux. Ensuite, on parle de modification du style de vie pour gérer le syndrome des ovaires polykystiques. C'est important pour vous les femmes d'adopter, et les hommes aussi, hein, mais particulièrement pour les femmes avec syndrome des ovaires polykystiques, d'adopter une alimentation équilibrée. Donc, ça va être de privilégier des aliments qui ont ce qu'on appelle un indice glycémique faible. D'accord? Si vous ne savez pas ce que c'est exactement, vous mettez un Google, vous avez une liste, puis vous regardez ou vous demandez à un nutritionniste. Et puis, très simple, c'est de réduire les sucres simples, les sucres raffinés, et puis favoriser les protéines, les légumes, des grains entiers ou ce qu'on appelle des sucres complexes. Donc voilà, tout ce qui est sucre raffiné, chocolat, bonbons, soda, c'est sûr que si je donne à une patiente une pilule en disant voilà, je vous donne la pilule pour votre syndrome des ovaires polykystiques, mais je ne la conseille pas par rapport à son changement de style de vie, la situation, elle ne va pas être réglée, elle va simplement être masquée. Donc là, vous avez une photo d'aliments qui sont sains avec justement, ça peut être des légumineux, des grains. Vous avez le saumon avec la bonne graisse, les brocolis qui sont excellents, des germes, des pousses. Et ces éléments-là vont déjà être un des premiers piliers. Ici, là, de nouveau, des aliments antioxydants. Qu'est-ce que c'est? C'est que le sucre est un élément oxydant. Prenez ça un peu comme de la rouille. Donc, si vous avez déjà une résistance à l'insuline, c'est-à-dire que le taux de sucre dans le sang est élevé, et puis vous avez des éléments qui vont créer des radicaux libres, vous allez créer de l'inflammation et du dommage. Et toutes ces choses qui sont mentionnées ici, hein, la liste n'est pas exhaustive, ont des polyphénols, ont des différents antioxydants qui vont baisser et réduire l'effet de ces aliments sur le corps. Donc là, j'ai repris de nouveau, j'insiste dessus, nous avons Daniela, qui est notre nutrithérapeute à la clinique suisse, qui va conseiller à nos patientes ces différents éléments. Hein. Le curcuma, c'est déjà connu depuis un moment. Ça va réduire c'est anti-inflammatoire, ça réduit la testostérone. La cannelle, ça va aider à régler les cycles. Et puis ensuite, il y a les graines de lin, les noix qui sont des oléagineux qui vont aussi agir au niveau de la testostérone. La menthe va augmenter, libérer la LH et la FSH, donc régler également les hormones. Le réglisse,
eh bien, ça agit également sur la testostérone, donc réduire la production, par exemple, des poils. Ceux qui sont déjà là, de nouveau, ils vont pas partir. Donc, c'est ceux qui pourraient être faits. De nouveau, diagnostic précoce. Et finalement, le thé vert, connu pour toutes ses vertus, mais va aussi aider à la résistance à l'insuline. Maintenir un poids santé, ça veut dire de pouvoir réduire ces effets des tissus graisseux qui vont stocker, et puis avoir un exercice régulier. Je profite à ce moment justement de la présentation pour mentionner, alors on retrouve le syndrome des ovaires polykystiques un petit peu plus souvent chez les femmes autour de la Méditerranée ou les femmes hispaniques, et puis aussi on le retrouve en Inde. À la base, le syndrome des ovaires polykystiques était même un facteur favorisant. Vous allez dire, c'est quoi? Eh bien, d'avoir une résistance à l'insuline, si vous habitez dans une région où il y a peu de calories, ce qu'on a vu, c'est que les gènes, hein, c'est sur des millénaires. Donc, si les femmes dans ces régions-là, c'était important qu'elles aient un maximum de calories pour pouvoir procréer. Donc, quand on crée une résistance à l'insuline, ce qui va se passer, c'est que le corps va emmagasiner. Et ça, c'est vraiment, disons, un avantage si l'alimentation est pauvre en calories. Par contre, maintenant, on a pléthore de calories. On en a trop dans notre civilisation actuelle. Et effectivement, ça fait que des nouveaux problèmes, comme les syndromes métaboliques, le diabète et les ovaires polykystiques, apparaissent. Donc, l'exercice régulier est important. Gérer le stress. Donc, pratiquer des techniques de relaxation. Je vous montrerai dans une diapositive un petit peu plus bas la relation entre le stress et le SOPK, mais de trouver des méthodes où la femme avec le SOPK intègre des routines santé. Et puis également éviter les comportements nocifs, donc limiter la consommation d'alcool, le tabac, la sédentarité. Ça paraît être des choses banales et probablement on le dit très souvent, mais la grosse différence, je vois avec mes patientes qui vont passer le cap où on va devoir donner des hormones ou des choses pour traiter à pouvoir rééquilibrer leur SOPK, c'est de passer à l'action. Et si elles n'arrivent pas, c'est de se faire accompagner par un coach sportif, et puis surtout des gens qui disons, représentent aussi la santé. C'est important, si vous avez quelqu'un qui vous conseille, de voir est-ce que cette personne respire la santé, est-ce qu'elle va être capable de vous délivrer ce qu'elle pratique. Et puis, petit à petit, les habitudes vont venir. Au début, c'est une question de volonté, puis après, avec les habitudes, eh bien, ça va s'améliorer. Finalement, je vous ai dit, je vous montrais une petite diapositive entre le lien direct entre le stress et puis le SOPK. Donc, il faut savoir que le cortisol, c'est une hormone qui est très utile au début quand il y a quand il y a une nécessité, je ne sais pas, de courir, de se défendre à la base, tous les animaux ont ça, mais quand c'est en grande quantité sur le long terme, on a ce qu'on appelle un épuisement surrénalien. Et puis, le cortisol, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, sur le court terme, il va mobiliser les sucres, il va donner de l'énergie, il est activé par l'adrénaline, donc les surrénales, et il va distribuer le sucre partout sur les muscles. Il va réduire aussi le flux sanguin vers le cerveau, puis ça va être ce qu'on appelle le fight or flight en anglais. Mais dans le plus long terme, il va agir donc sur le cœur, on a vu, il va agir sur le système immunitaire. Donc plus souvent, ça peut être des choses bêtes, simplement des grippes, des sinusites, des problèmes tombent plus facilement malades dès qu'il fait froid. Il va agir sur des problèmes digestifs, des ballonnements, des problèmes nerveux, de l'anxiété, des maux de tête, et il va amplifier le problème de résistance à l'insuline, donc il va augmenter le sucre dans le sang. Donc il y aura un peu tous ces éléments qui vont venir. Donc comment est-ce qu'on peut combattre le stress?
eh bien, c'est déjà de voir qu'est-ce qui stresse. Et puis, finalement, bah, ça paraît tout bête, et c'est des choses que chacune d'entre vous peut faire. Déjà, est-ce que vous êtes dans un environnement où vous rigolez, vous êtes bien? Est-ce que vous accordez l'activité physique? De temps en temps, peut-être un petit massage, lire un livre intéressant, peut-être pas forcément voir que des mauvaises nouvelles et du stress, écouter de la musique. Ça, c'est même des études ont mesuré les taux de cortisol selon les types de musique et on a pu voir qu'ils baissent. Du yoga, s'oxygéner, de la méditation. Donc, tous ces éléments sont importants. Je reviens maintenant aussi sur un autre élément, j'en avais parlé un petit peu plus tôt, le sommeil. On peut se passer pendant quelques jours, quelques semaines même, de l'alimentation. On peut se passer de quelques jours de l'hydratation, de boire. Mais combien de temps est-ce que vous tenez sans dormir? Pas très longtemps, hein. Et si il y a une privation de sommeil, eh bien, ça va déséquilibrer toutes les hormones. Petit exemple, il y avait une étude qui a été faite chez des veilleuses de nuit, donc des infirmières et d'infirmières, il y a quelques années. Et puis, on essaie de comprendre pourquoi ces personnes qui mangeaient normalement prenaient du poids. Eh bien, c'est parce qu'elles s'alimentaient de la nuit, même avec des aliments pas forcément trop caloriques, ou que le sommeil était perturbé. Et on a pu voir qu'avec le temps, ces perturbations d'hormones avaient des effets sur la santé. Donc, pourquoi ça? Alors, il y a plusieurs hormones pendant le sommeil qui changent au cours de la nuit, mais ce qu'on voit, c'est que la mélatonine, qui est une hormone sécrétée dans le cerveau par l'hypophyse, va augmenter puis avoir des pics, notamment 4 heures du matin. Donc, s'il y en a certaines d'entre vous qui, par exemple, s'endorment et puis tout d'un coup sont réveillés à 4 heures du matin de manière systématique pour plusieurs raisons, eh bien, c'est que cette partie réparatrice, il y a la première partie de la nuit, on dit souvent avant minuit, qui est importante, mais aussi où à 4 heures du matin, eh ben, il y a ces pics. Puis ensuite, ça baisse sur la journée. Et si le sommeil est perturbé, eh bien, on sait que l'endurance au stress, le cycle du cortisol, tous ces éléments sont perturbés. Donc, le sommeil est extrêmement important. Bénéfice d'un bon sommeil, ça va être une resynchronisation de l'horloge biologique, équilibre du système nerveux, la régénération des cellules. Quand on dort, le corps se régénère, pas oublier. Régulation de l'appétit, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est qu'un manque de sommeil augmente l'appétit. Donc, voilà. Économie d'énergie aussi, d'accord? La température baisse. Et puis, augmentation de l'hormone de croissance qui a aussi un effet, par exemple, chez les enfants. Si les enfants peuvent bien dormir, eh bien, leur croissance sera plus harmonieuse, renforce les défenses immunitaires, on a déjà dit, corps au repos. Donc, on ne parle pas toujours du sommeil, le syndrome des ovaires polykystiques, mais la prévention est vraiment importante. Donc, j'arrive au bout de cette présentation. Donc, le syndrome des ovaires polykystiques, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce soir? C'est que le syndrome des ovaires polykystiques est plus fréquent qu'on pense chez les femmes en âge de procréer. C'est une maladie qui est multifactorielle. L'importance du diagnostic précoce. Il est important d'avoir une gestion personnalisée. Donc, chaque femme qui vient chez moi, je ne vais pas toujours donner le même traitement. Et il y aura un traitement adapté par rapport à la prise de sang, par rapport au poids, par rapport à l'environnement, par rapport à tous ces éléments. Finalement, promotion d'un mode de vie sain. Et puis, eh bien, la consultation médicale, aller voir un spécialiste, c'est important. Voilà. Et également de vous faire accompagner par rapport au mode de vie. Voilà. Je vous remercie chaleureusement. Pour finir, une belle vue de notre clinique sur Montreux, car beaucoup coucher du soleil, justement, un des éléments qui va réduire le stress, réduire le cortisol. Et puis, eh bien, voilà, je vois qu'il y a encore
il y a encore le même nombre de participants que le début, donc c'est que voilà, c'est certainement un sujet d'intérêt pour vous. Donc, j'ai du temps maintenant pour répondre à vos questions. Vous avez un chat, donc n'hésitez pas à écrire dans le chat. Je vais juste aller ouvrir le chat. Hop, Oui, il y voilà, a déjà deux questions. voilà. Très bien. Euh, eh bien, Anastasia, voilà, je vous laisse. Oh oui. À quelle heure est-ce que vous conseillez de se coucher et combien d'heures de sommeil faudra-t-il? C'est une excellente question. Donc, on est tous différents par rapport au sommeil. La question peut aussi être posée, euh, quelle qualité de sommeil faut-il avoir? Donc, admettons que voilà, vous faites un petit peu la fête l'après-midi, prenez quelques verres de vin, tout ça, puis vous allez vous coucher à 9h, 9h30, puis que vous vous réveillez à 6h le matin, bah, peut-être vous aurez dormi longtemps, mais votre qualité de sommeil va pas être bonne parce que l'alcool va perturber le sommeil. En l'occurrence, par exemple, si vous avez une journée bien fit et puis que vous allez vous coucher même à 11 heures et puis que vous vous réveillez à 5 heures du matin, le corps peut se régénérer en quelques temps. Ça dépend. Mais pour répondre, généralement, on passe par différentes phases dans le sommeil. Il y a le REM, il y a les ondes. En fait, on mesure les ondes cérébrales. Je ne vais pas aller dans le détail. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une bonne partie de sommeil de qualité récupératrice. Ce qu'on sait, c'est que les premières heures avant minuit sont déterminantes. Et puis ensuite, il y a cette période entre 3 et 6 heures du matin qui est aussi importante. Généralement, moi, je recommanderais d'avoir au moins 2 fois dans la semaine où vous allez vous coucher vers 9h30 ou plus tard. Évitez les écrans bleus avant, le café à partir de 14 heures, l'activité physique plutôt le matin que le soir. Et puis, vous serez bien. Merci. Après la deuxième question, est-ce que vous préconisez la prise d'hormones? Alors, j'en ai parlé au début, j'en prescris. D'ailleurs, pendant longtemps, je faisais que ça, jusqu'à il y a peut-être 10 ans ou un peu plus. Je pense que c'est important sur le moment, mais il est vraiment important que le médecin oriente sa patiente euh, pour, euh, pour résoudre le problème de fond. L'hormone, la prescription de la pilule va bloquer les hormones de la femme, mais ne va pas résoudre le problème de fond. Le problème de fond, c'est une dysrégulation hormonale. Donc, la pilule est bénéfique, surtout, comme j'ai dit, pour bloquer l'arrivée de ces poils ou d'autres symptômes, ou peut-être améliorer la qualité de la peau. Mais il faut en parallèle travailler sur le style de vie. Merci. Peut-on baisser les taux de testostérone naturellement sans prise de pilule? Ah, c'est une excellente question. Donc, oui. Donc, dans le cadre du SOPK, comme j'expliquais, on a une dysrégulation. Donc, même sans hormones, on a déjà le taux de testostérone qui est très élevé. Euh, les mesures qui sont préventives pour les SOPK vont baisser justement les androgènes. Donc, ça va être la perte de poids, l'augmentation de l'activité physique qui va réduire donc la résistance à l'insuline, le changement de l'alimentation, donc très important, réduire les sucres, et puis avoir une base protéines et ensuite végétaux et tout ça. Absolument. Donc ça, c'est des moyens qui vont aider. Bonsoir, je suis infirmière en santé mentale à Vevey. Une de mes patients souffre d'une SOPK. Elle n'est pas satisfaite de sa prise en charge. Avez-vous des gynécologues spécialisés pour les SOPK que consultent dans votre clinique? Oui. Alors, c'est une bonne question. Alors, pour la première ligne, alors spécialisé, moi j'ai pris quand même du temps pour pouvoir le faire. Alors, c'est moi qui m'occupe principalement donc des SOPK. J'ai deux assistantes
avec moi qui vont faire peut-être le suivi après. Si c'est pour la première ligne, une prescription simplement de pilules, et puis ce qu'on trouve généralement, ça va être fait voilà, par mes deux assistantes qui sont là. Et puis pour toute la partie donc hormonologie, eh bien, je m'en occupe personnellement. Voilà. Euh, J'espère que voilà, prochainement, on puisse agrandir l'équipe. Ce qui est important pour moi, c'est l'approche multidisciplinaire. Ça veut dire qu'il faut que, je parle pour la clinique maintenant, que les personnes qui sont là aient cette approche globale de la santé. Donc, le SOPK, c'est multifactoriel, il faut une approche globale. Donc, la consultation directe, si on veut agir sur les éléments, ça va être moi, mais on a aussi une nutrithérapeute, donc c'est un travail combiné. Puis une fois que la roue est lancée, pardon, ben les autres collègues vont pouvoir aussi prendre le relais. Je peux mettre le lien dans le chat pour prendre rendez-vous en ligne si vous voulez. Oui, alors tout à fait. Donc vous aurez un lien, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site. Pour l'instant, il y a un petit peu d'attente, donc mais vous allez pouvoir prendre ce rendez-vous et puis déjà réfléchir sur les notions que je vous ai données ce soir. Après, il y a une autre question. Concernant les sports, la musculation aide à perdre des gras, mais est-ce qu'il risque de faire augmenter la testostérone, ce qui est contre-productif pour des femmes souffrant des SEPK? Et les cas échéants, quel sport autre que le yoga recommanderez-vous? Ah ben ça c'est une super question. Donc effectivement, quand on augmente la masse musculaire, la testostérone aura tendance à augmenter. Mais ce qu'il faut savoir, le problème dans le SOPK, c'est une dysrégulation hormonale. Qu'est-ce qui va se passer par contre en faisant du sport? C'est que les effets bénéfiques du sport vont être supérieurs comment dire, à la production au niveau testostérone. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le SOPK, c'est que très souvent, il y a si je prends la balance intelligente hein, avec la répartition graisse, muscle, os et tout ça, on a une partie graisseuse qui est plus grande. Donc, en augmentant les muscles, on va réduire ce qu'on appelle la sarcopénie. On va augmenter le métabolisme. Donc, le corps va brûler davantage. Hein, c'est un peu comme une voiture. Voilà, le moteur au repos va tourner plus rapidement. Donc, il va brûler les calories. Il va augmenter ce qu'on appelle la néoglucogénèse, qui est une transformation des graisses en sucre. Et du coup, ça va fondre. Par contre, si la femme fait du sport et ne modifie pas l'alimentation, prend toujours des sodas, et c'est vrai que j'ai des patients qui viennent et disent, écoutez, je fais du sport, je comprends pas. Est-ce que vous consommez? Ouais, un petit peu de temps en temps. Et puis, est-ce que vous grignotez là? Ouais, j'ai un paquet de biscuits, de temps en temps, je prends. Donc, si à côté de ça, eh bien, on ne change pas, là, on va cumuler les choses. Donc, ça va être encore pire. Donc, oui, le sport doit être accompagné et je dirais, ça doit être un équilibre entre du sport de force pour augmenter la masse musculaire, donc augmenter les fibres blanches, et puis alterner avec de temps en temps un petit peu plus d'endurance. Mais là il faut que la femme se fasse accompagner par un coach, parce que là aussi, si elle va soulever des poids tout de suite, ouais, je vais y aller, qu'est-ce qui va se passer? Les ligaments sont déjà fragilisés par le sucre, elle va se faire une tendinite, elle va se faire mal, donc elle va faire encore moins, elle va bouger encore moins et il y aura le problème. Voilà, j'ai un peu développé, mais c'est une excellente question, mais les bénéfices du sport vont amener davantage que l'effet secondaire de l'augmentation de la testostérone par le sport. Il y a encore quelques questions. Avez-vous des préconisations particulières pour les femmes qui travaillent de nuit, des dispositions pour réguler les hormones malgré les rythmes biologiques perturbés? Oui, excellente question. Donc, vous avez vu un petit peu plus tard, moi, ce que je recommanderais, c'est que durant la nuit, vous préparez des snacks un peu différents. Moi, je donne l'exemple pour moi, si je voyage, j'ai un long avion, j'ai le décalage horaire. Premier temps, je vais être attentif à ce que je prends. Donc, ça peut être d'avoir peut-être des
parce que souvent il y a cette envie de grignotage. En tout cas, du sucre, non. Les petits gâteaux, les biscuits pendant la nuit, non. Ça va être peut-être de prendre des noix, des oléagineux, d'amener des sticks de céleri avec un petit peu de sel d'Himalaya dedans. Ça va être, en tout cas, pas le pain, pas le fromage. Ça peut être une viande simplement maigre. Ça peut être un carpaccio de bœuf avec de l'huile d'olive dessus. Mais en tout cas, tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, c'est de l'éviter. Et puis, s'il y a des envies de grignotage, eh bien, c'est de boire beaucoup, 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 beaucoup s'hydrater la nuit, parce qu'on perd beaucoup d'eau. Et quand on est déshydraté, souvent on a faim. Donc, voilà, bien s'hydrater et puis avoir des éléments protéines, fibres, pauvres en calories. Merci beaucoup. Quelle pilule vous avez d'habitude de prescrire pour les SEPK? Alors, comme on a dit, la progestérone est assez importante. Donc, un des éléments qu'on a vu qui va être ce qu'on appelle anti-androgénique, c'est la cyproterone acétate. Donc, il faut que la partie progestérone de la pilule, hein, quand elle est combinée, donc soit anti-androgénique, donc cyproterone acétate. Donc, il y a plusieurs marques, hein, ça dépend si, bon, je pense que vous êtes de l'essentiel de la Suisse, mais on va avoir donc la Féminac, il y a d'autres terminologies, la Diane 35. Je ne vais pas entrer dans les détails, je sais qu'à un moment donné en France, elle avait une très mauvaise presse. Il y a des raisons particulières pour ça. Mais disons, voilà, on bénéficie en tout cas sur le court terme dans les bonnes indications vont aider. Je crois qu'en Suisse, il y a encore, oui, le JM. Enfin, il faut qu'il y ait le cyproterone acétate dedans. Voilà. Parfait, merci. Donc, bonsoir, un grand merci pour votre présentation. Est-ce que les SEPK peut induire les problèmes thyroïdiens ou est-ce le contraire? Excellente question. Donc, tout ce qui est endocrinologique a un lien. Si la thyroïde, par exemple, il y a une hypothyroïdie, eh bien, le métabolisme va être ralenti. Si le métabolisme est ralenti, eh bien, il y aura moins d'anabolisme, comment on dit, de consommation des calories. Donc, forcément, ça va augmenter. Et puis, le contraire, alors si de nouveau, vous avez une hyperandrogénie, ben, en fait, il y a plein de récepteurs partout. Il ne faut pas voir les hormones, le pancréas, la thyroïde, les ovaires comme des organes isolés. Ils vont tous travailler ensemble. Donc, bien sûr qu'il y a des liens. Et pour le moment, c'est la dernière question. En ce qui concerne les protections hygiéniques, y a-t-il un lien avec les SEPK? Il faudrait juste préciser ce que vous entendez par protection hygiénique. Vous voulez dire les protections qu'on met dans la culotte ou des autres juste préciser. Je ne sais pas si Pardon. c'est almécha, c'est ça? Oui, Euh, serviettes principalement. Serviette. Alors, à ma connaissance pas, mais j'ai pas la science globale. Est-ce que dans les serviettes, alors parce qu'il y a certains, par exemple des déodorants ou des parfums, il y a des perturbateurs endocriniens. Est-ce que dans la serviette, il y a des perturbateurs endocriniens? S'il y en a, bon, c'est en contact avec la peau, il faudra en mettre beaucoup. À ma connaissance, pas, mais tout ce qui peut avoir un perturbateur endocrinien peut avoir un lien, en tout cas, avec une perturbation des hormones. Que ça induise un SOPK, je pense pas. Merci beaucoup, docteur Martinek. Pas de questions. C'était la dernière question. Ah, C'est pardon, tout. non, non, Voilà. il y a encore une. Dans les serviettes hygiéniques, il y a du pétrole. Est-ce endocrinien? Alors, le pétrole n'est pas endocrinien, mais c'est un perturbateur. Donc, tout ce qui, oui, tout ce qui est, il n'y a pas que le pétrole, mais
il faudrait voir la quantité. Honnêtement, je voudrais pas m'avancer. Je sais pas s'il y a eu des études qui ont été faites. Je sais qu'il y a eu des études pour les déodorants, comme j'ai dit tout à l'heure, certains parfums. Euh, mais possiblement, ouais. Alors à ce moment-là, il faut peut-être, je sais que ça existe, il y a des serviettes où il y a même problème avec les tampons. Il faut prendre des fabrications biologiques, en tout cas qui sont, souvent ils ont un petit logo dessus, puis qui soit OK. Merci. Voilà, bah écoutez, c'était un grand plaisir. Je vois que le temps passe. Et puis en tous les cas, bah, peut-être Anastasia, vous pouvez remettre le lien euh, pour Oui, consultation euh, donc rendez-vous, oui. micronutritionnelle avec Daniela Vigano. Je pense que ça c'est déjà une première approche, hein. C'est d'aller vers, euh, vers quelqu'un qui va vous conseiller par rapport au style de vie. C'est important. Et puis ensuite, bah, progressivement, d'aller sur le reste. Donc, il y a le lien. Et puis, vous pouvez cliquer pour prendre rendez-vous. Donc, c'est une femme qui est vraiment très compétente dans ce domaine. Elle va aussi conseiller pour des questions de style de vie, alimentation et fertilité. Donc, accompagner en collaboration avec le médecin. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je vous souhaite pleine santé. Il y aura encore des informations aussi sur le site web. Il y aura un replay aussi pour ce live ce soir. N'hésitez pas à parler autour de vous. Ça, c'est ce que je dirais. Parlez-en à vos amis. Si vous avez des mamans, vous voyez que peut-être la fille d'une autre maman. Voilà, éveillez cette curiosité parce que ça va éviter beaucoup de problèmes de santé plus tard. Voilà, parlez-en autour de vous. C'est pas une maladie c'est une maladie qui est relativement répandue, beaucoup plus que l'on pense. Et puis, je vous remercie encore d'avoir été là. Félicitations. Et puis, prenez soin de votre santé. Comme j'ai dit, c'est ce que vous avez de plus précieux. Prenez-en soin et puis votre corps prendra soin de vous. Belle Merci soirée, au beaucoup. revoir, à bientôt.